Salut à tous, c'est la Nagesphère, bienvenue dans le podcast, le format qui est passé en bimensuel mais qui va pas tarder à passer trimestriel tellement l'actu du club est vide. Vous l'aurez compris, le programme de cette 8e émission va être dense, très dense, avec V-News en guise d'apéro, VA à l'ancienne, l'actu du plus grand championnat du monde, la Ligue 2, l'actu aussi de nos anciens joueurs, ceux qui nous ont fait rêver et ceux qui nous ont fait vriller, mais aussi et surtout le débat qui va déchaîner les passions avec une nouvelle idée de génie dont nous allons reparler tout à l'heure, hashtag teasing. Et on terminera ce format toujours aussi alléchant en parlant du Clermont Foot Auvergne 63 que nous affrontons samedi avec la traditionnelle interview d'avant-match. Ils sont là, ils sont chauds, ils sont prêts à nous apporter leur meilleur contenu. Je parle bien sûr de François. Bonsoir. Maxence. Bonsoir. Et Larry. Bonsoir. Si on commençait par V-News, tiens, bonne idée. L'actu chaude venue tout droit de la province du Hainaut. Alors, on va commencer avec le tirage au sort des 16e de finale de Coupe de France. Alors, il y avait une chance sur deux de tomber sur une équipe amateur. Et évidemment, VA a tiré l'une des équipes les plus en forme de Ligue 1, à savoir le FC Metz qui est aux abords des places européennes, mais qui a sorti péniblement Amiens au tour précédent avec ce qui semble être une équipe B. Messieurs, que vous inspire ce tirage? Est-ce que vous croyez en une qualification en 8e de finale, une première sous l'Ers Dieck? Est-ce que vous y croyez? Déjà, il faut dire que c'est le pire, mais vraiment le pire tirage qui était possible, parce que c'est une Ligue 1, c'est une Ligue 1 très bien classée, et c'est pas un derby. Donc franchement, quitte à taper un top 5 de Ligue 1, j'aurais préféré Lens ou Lille. Donc tu me diras, le pire tirage ça aurait été Metz-Valenciennes, mais là, Valenciennes-Metz, c'est vraiment un tirage de merde, et j'y crois pas trop à la qualité, je t'avoue. Même s'ils envoient l'équipe B, pour moi, ça reste très compliqué. Moi je suis pas tellement d'accord, moi j'aime bien le tirage. En vrai c'est deux belles équipes qui risquent de s'affronter et c'est deux équipes dans deux styles différents. Footballistiquement en tout cas ça risque très intéressant. Après c'est sûr que sur le papier il y avait mieux à avoir quand tu te dis que voilà t'avais des Lens, Lille et puis même si tu veux affronter une plus petite équipe Boulogne. Mais en soi moi le tirage j'aime bien. Larry, est-ce que l'affiche te fait envie? C'est pas ce qu'il y a des plus alléchants, mais ça reste, on va dire, ça reste abordable. Surtout si on mise la fin de saison sur la Coupe de France. Ouais. Et pour le moment, le match est programmé pour le dimanche 7 mars à 13h30. Voilà, ça reste encore à confirmer. On poursuit avec Kankava, qui, comme le laisse penser son physique d'acteur de film pour grands enfants, a déjà envie d'aller prendre du plaisir ailleurs. Ce qu'il a indiqué à nos confrères de la VDN, qui a expliqué qu'il aimerait convaincre un autre club si VA ne parvient pas à monter d'ici la fin de saison. Gros suspense. Vous en avez déjà un petit peu parlé dans le débrief, mais est-ce que vous trouvez pas que ce genre de déclaration d'aller voir ailleurs au bout d'un mois au club, c'est pas un petit manque de respect à notre égard? Pour avoir un manque de respect il faudrait déjà avoir un semblant d'institution Valenciennes. Genre là actuellement tu peux pas manquer de respect au club quoi. Franchement c'est ultra logique ce qu'il dit, c'est vrai. Le mec il surclasse tous les milieux de Ligue 2, il dit juste que si on monte pas il va aller en Ligue 1 et c'est normal. S'il peut trouver un club de Ligue 1 c'est totalement normal. Est-ce que tu penses qu'il trouverait justement un club de Ligue 1 il y a 35 ans, je crois? Ouais je pense que peut-être pas un club bien installé en Ligue 1 mais une équipe qui risque de monter, un promu, pourquoi pas. 3, moi je le verrais bien du côté de 3. Ouais, c'est vrai. Une succession de Thiago Xavier. Ouais, c'est ça, des Zaïnissi, Thiago Xavier. Ouais. Bah, affaire à suivre en tout cas, hein, et puis gros suspense sur notre montée ou pas en fin de saison. On termine avec le petit point stat qui nous permet d'arriver à 3 news, nombre minimum pour concevoir une rubrique décente. C'est toujours en étroite collaboration avec la Voix du Nord qui affirme, je cite, qu'avec un peu de réussite et des décisions qui tournent en sa faveur, VA aurait pu ramener une dizaine de points sur les 4 derniers matchs. Bon, bah la réalité, vous la connaissez, VA n'en a pris que 2. Guégan a affirmé on méritait mieux qu'un nul contre 3. Il y a aussi ce match contre Caen avec un penalty sifflé assez cruellement contre Spano et une main oubliée à Grenoble. Perso, j'en ai pas le souvenir, mais c'est ce qui a été écrit dans l'article de La Voix du Nord. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu, Larry? Est-ce que tu trouves qu'on est malchanceux en ce moment et pourquoi un tel traitement pour Valenciennes? J'aime bien la référence. Ah. Non, je déconne.
les faits de jeu, bon. En fait, j'ai pas trop d'avis sur la question. Je pense qu'on a notre place. Puis parce qu'on n'a pas l'effectif pour viser plus haut. Après, question assez. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on méritait 10 points en 4 matchs? Perso, je trouve pas. Hein. Ouais, Non, voilà, non. on est d'accord. François, tu partages cet avis? Bah écoute, si on fait match par match, à Sochaux on a été dégueulasse, à Caen on a cadré un tir, contre Grenoble, pour moi il n'y avait pas pénalty pour Grenoble, et 3 ils ont eu un but injustement refusé, donc je suis d'accord qu'on aurait pu avoir 2 ou 3 points de plus, mais non, c'est l'excuse facile de dire on n'a pas eu de réussite, ça aurait pu tourner en notre faveur avec un arbitrage favorable, mais je trouve que globalement, non, c'est surtout quand on voit la gueule du match à Sochaux, on a ce qu'on mérite en fait, on affronte juste des équipes meilleures que nous. Surtout que pour moi, le seul scandale au niveau arbitrage, ça reste quand même seulement Caen en fait. Après le reste, oui, le but de je sais plus c'est qui meurt en plus. Contre 3, il aurait dû être validé. C'était Robaille, je crois. Il aurait dû être validé, certes, mais voilà, ils ont un but qui a été annulé aussi pour pas grand chose. Au final, c'est kiff-kiff quoi. L'arbitrage ne va pas en défaveur d'une seule équipe, ça va dans les deux sens. Du coup, non, ceux qui disent qu'il y a eu énormément d'erreurs d'arbitrage la semaine dernière contre 3, etc., moi je suis pas d'accord. Hein. Du moins en défaveur de VH, je suis pas tellement d'accord. Je trouve que franchement ça a été plutôt équilibré. Puis, Ouais, et puis surtout de là. Ouais, vas-y, Larry. Pour recontextualiser, contre Caen, on a cadré. On cadre un tir, on arrête de jouer. Contre Dunkerque, on marque sur notre tir cadré. Bon, tir on gagne. Grenoble, on en cadre 2, mais aucun seconde période. Non, pour moi, c'est. On se victimise un peu. Pour moi, on a notre place. Et puis de là, annoncer de passer de 2 points en 4 matchs à 10 points en 4 matchs, ouais, la marge elle est un peu grosse quand même. Bah, c'est ainsi que s'achève ce V-News. Ah oui, on aurait pu parler des 300 supplémentaires annoncés le 14 février. 300 supplémentaires dans la collaboration entre Acerbis et le VAFC. Mais bon, que dire de plus? Bah, c'est bien. Allez, VA à l'ancienne, c'est plus intéressant. C'est François qui l'anime et c'est sur Bernard Chiarelli qui fête son anniversaire cette semaine. Le fête même aujourd'hui, le jour où on tourne le 24 février, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires Chiarelli. Ce sera le débat le plus animé de ce podcast, je pense. Donc Bernard Chiarelli, né le 24 février 1934 à Valenciennes, milieu de terrain dans les années 50 et au début des années 60, donc évidemment formé à l'USVA où il jouera 9 saisons. Il faut savoir que lors de sa formation, il a toujours été surclassé dans la catégorie supérieure. Et comme vous êtes incollable, je le sais, sur l'histoire du club, vous savez qu'en 1956, il participera à la remontée de l'USVA en D1. Et d'ailleurs, il était tellement bon cette année-là qu'il est le seul joueur de D2 à être sélectionné en équipe de France à l'époque. Donc quand même, il ira même à la Coupe du Monde de 1958. Et comme je sais que vous êtes des experts du foot, est-ce que quelqu'un peut me rappeler dans quel pays a eu lieu la Coupe du Monde 58 ? En Uruguay, C'est pas au Brésil? Et ben, c'était en Suède. Est-ce qu'on peut me rappeler la place à laquelle a terminé la France? Troisième. Troisième. Bravo Julien. Donc certes, il n'aura joué aucune minute, mais Bernard Chiarelli a fini 3e de la Coupe du Monde, ou était dans l'effectif qui a fini 3e de la Coupe du Monde, donc c'est à souligner. Et à l'époque, il signera, donc en rentrant dans la Coupe du Monde, un transfert record à Lens, enfin un transfert record pour l'époque, où il jouera une saison en D1, puis transfert au LOSC pour 3 ans en Ligue 2, et une fin de carrière à Sedan, puis au Havre. En tout, ça fera 383 matchs pour 58 buts. Et aujourd'hui encore, sachez qu'il est le seul joueur à avoir joué dans les 3 clubs, donc Lens, Lille et Valenciennes. Il deviendra par la suite entraîneur de l'Amicale de Lucé de 1968 à 1977, une équipe d'Eure-et-Loire. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il a quand même réussi l'exploit de les faire passer de championnat de régional à la D2. Donc quand même, on mesure, certes c'était en 9 ans, mais quand même. Il devient par la suite recruteur à la demande de Francis de Courrières, où il écumera la région à la recherche de jeunes talents. Il déclarera plus tard: j'ai fait 21 000 kilomètres, et le tout en étant bénévole. On voit un peu qu'il a toujours été impliqué jusqu'au bout et encore aujourd'hui avec VA. Et sachez qu'il a une ligne à son palmarès que j'ai envie de mentionner. Sachez qu'en 2017, il a été sacré champion du Nord de triplette de pétanque. Donc bravo à toi Bernard. Enfin un Valenciennois avec du palmarès. Magnifique. Et là, tu nous parlais d'un match qui aurait pu être le tirage de la Coupe de France.
C'est VA Lille. C'est ça, un match qui est enfin remis à l'endroit et rétablit la suprématie régionale de Valenciennes. Donc le 28 février 2009, Valenciennes recevait le LOSC au stade Ningesser. Du point de vue de la compo, donc du classique, Pento, Mater, Bisevac, moins classique, Loriot en charnière centrale, Schmitt, Sanchez, non Loriot était l'ailier du coup, Lacour, 16, Danick, Pujol et Darcheville. Alors les Lillois se pointaient en étant 6e avec 44 points et Valenciennes était 17e avec 25 points. Il venait de sortir de la zone de relégation après son nul à Toulouse, pour la petite anecdote. Alors à 16e minute, Florent Balmont qui prouve encore qu'il est un footballeur médiocre en envoyant une patate au-dessus des buts de Pento. Mais à la 29e, Pento devra s'employer pour sortir une frappe de Bastos. Et à la 30e minute, Mater qui centre pour Pujol. Elle est détournée par Maliki, repris par Jean-Claude Darcheville. On en profite pour rappeler que la Guyane est une île, contrée, et c'est finalement Danick qui la poussera au fond. Donc vraiment du beau football, un beau cafouillage, mais on s'en fout, ça fait but quand même. Et à la 35e, Mater encore lui sur son côté pour Jean-Claude Darcheville qui breakera d'une nouvelle tête lobée. Donc, magnifique but pour l'attaquant insulaire et ce sera une démontada qui s'annonce avec une pluie d'occasions sur le but de Lille, mais Maliki va toutes les sauver, notamment face à la cour. Et à la 74e minute, parce que j'avoue que j'avais plus grand chose à dire sur le match, un fait très rare, messieurs, un coup franc indirect dans la surface lilloise que Jean-Claude Darcheville malheureusement enverra en tribune pouille, mais c'est pas grave. 80e et 84e minute, double barre transversale pour Bastos et Fauvergue, parce que Valenciennes aime se faire peur, mais ça passera tranquille. Valenciennes remontera donc à la 16e place à la faveur de ce succès et avec 28 points. Et on en profite pour saluer le parquage lillois qui chantait bande de paysans au début de match. Ça nous fait toujours plaisir. Magnifique. Et place au duo encore plus populaire que les Daft Punk, c'est Larry et Maxence pour l'actu Ligue 2, l'actu de nos ex. Et on commence comme d'habitude avec Larry Bambel. Merci Julien. Et on commence par une info toute fraîche qui est sortie il y a quelques heures, qui concerne la diffusion des matchs du samedi soir. Puisque dans un communiqué relayé par l'excellent site de navigue2.com, on apprend que la LFP a accepté la demande de beIN Sport de décaler d'une heure le coup d'envoi des matchs du samedi soir. Donc, dans son communiqué, il est indiqué que ce nouvel horaire permet d'offrir au championnat une meilleure exposition sur les antennes de beIN Sport, diffuseur exclusif de la compétition, jusqu'à la fin de saison. Donc, terminer les matchs à 19h pendant l'apéro, à compter de la 29e journée et jusqu'à la fin de saison, vous pourrez profiter des émissions de Nagui sur France 2, puis enchaîner avec un délicieux Rodez Valenciennes sur Dailymotion. Messieurs, est-ce que ça inspire quelqu'un ? Un samedi 20h, c'était l'ancien horaire Ligue 1, donc il a tenu ses promesses. François, Maxence ? Bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. En vrai, pour moi, ça changera pas grand chose. Ça fait juste mal au débrief. Il y aura sûrement des personnes qui viendront plus, parce que ça sera trop tard, mais sinon, c'est tout. Donc, news suivante. Christian Bekamenga soupçonné d'escroquerie. Toujours sur l'excellent site de navigue2.com, on a appris que l'ancien goleador du championnat, Christian Bekamenga, passé par le Stade Lavallois, le Classique de Lens, Metz et Troyes, est soupçonné d'avoir touché 25 000 € d'allocation d'aide de retour à l'emploi entre 2017 et 2019, alors qu'il était sous contrat dans des clubs étrangers, respectivement en Turquie et en Chine. Une enquête a été ouverte. Rappelons que, bien qu'il soit soupçonné, il reste présumé innocent. Ça, je sens que cette info vous inspire. Oui, ok, merci. Dernière info. La reprise ou la fin des championnats amateurs. Le président de la Fédération française, Noël Le Graët, a confié que la reprise ou non des championnats amateurs sera actée dans les prochains jours. Si les clubs de National 2 et de D2 féminine connaissent leur date de reprise, respectivement le 13 mars et 13 avril, les autres championnats et autres catégories restent dans l'incertitude. Donc je m'étais fait pareil de ne pas parler de Covid, mais je ne peux m'empêcher de repenser à une autre interview du président de la 3F, dans laquelle il espérait un retour partiel du public dans les stades pour les matchs internationaux, et une pensée également toute particulière aux clubs amateurs qui ont dû casquer pour investir dans le nouveau protocole sanitaire pour finalement devoir se contenter d'une nouvelle saison blanche. Un commentaire ? Pauvre club amateur, parce qu'il me semble que même que Le Graët a dit vraiment que ça sentait pas bon, quoi. Vraiment. Ouais. Je pense que vraiment ça va être terminé pour les championnats amateurs encore dans très peu de temps. Moi, je tiens juste à dire qu'on en connaît des clochards d'un point de vue politique et de contradiction, mais quand même,
dire on va suspendre les championnats amateurs alors que la veille tu dis on va faire un match au Stade de France avec 25 000 personnes, il y a quand même une contradiction. Enfin, je sais pas. Faire reprendre les amateurs pour jouer absolument la coupe et puis après arrêter les championnats amateurs, enfin, c'est. Je sais pas. C'est du Ça me Le surprend. Ouais, c'est du Le Gret, mais bon, quand même. Ouais, donc si Monsieur Le Gret a envie de ne pas être élu, il est sur la bonne voie. Ouais, Maxence, il va gagner, je pense. En fait, le problème, c'est qu'il y a que des charlatans à côté de lui qui se présentent, donc ça sent pas bon quand même. ouais. Ouais. On pense à Thierry qui... Par Wilfried Tsonga. Ouais. Qui a mis sur sa liste de soutien des gens décédés en 1892. Et Slick. C'était le mot de la fin, Maxence. Je te laisse les commandes. Et bah, du coup, on va prendre quelques nouvelles de nos anciens joueurs, et même si on n'a pas beaucoup qui ont joué ce week-end, on va quand même prendre des nouvelles de leur part. Donc, du coup, on commence en France, Lens Dijon 2-1, victoire à domicile pour nos voisins lensois, avec un Jean-Louis Leclerc qui était encore titulaire. Ensuite, on a eu un Strasbourg-Angers et un petit peu un Valenciennes-Tico, puisque il y a quand même beaucoup de joueurs des deux côtés. Mais il n'y avait que Fulgini de titulaire du côté d'Angers, et Mahamé Sibi entré en fin de rencontre. Pas d'entrée pour Abdelmajid Warid par exemple. On a eu une défaite 1-0 de Chambly contre la JOCR. Mehdi Guézouli était titulaire, mais il n'a pas suffi à empêcher la déferlante auxerroise. On a eu un Guingamp 2-2. Un assez beau match. Sikou Niakate a même marqué un but, il inscrira le but de l'égalisation du 2-2, donc assez dingue. Ensuite, on a Anderlecht qui a perdu 2-0 contre Courtrai avec notre Teddy Chevalier National qui a fait une passe décisive alors qu'il venait d'entrer en jeu. Incroyable. Déjà décisif face à des grands clubs. Ensuite, Zulvaregem s'est imposé 3-2 face au Standard de Liège. Un très gros match de Jean-Luc Dompé, un but, une passe décisive. Du côté de l'Allemagne, on a Leipzig qui s'est imposé 3-0 face au Hertha Berlin. Lucas Touzard était titulaire, pas de Dayou Upamecano. Ensuite, Mayence s'est imposé 2-1 face à M. Gladbach avec Moussa Niakate titulaire dans l'axe de la défense de Mayence. En Italie, ensuite, le Genoa a fait 2-2 contre l'Hellas Vérone et malheureusement, Tamedze s'est blessé juste à la 45e minute, donc on lui souhaite un très bon rétablissement. Et pour terminer, on a un Olympiakos 1-1 contre l'Aris Thessaloniki, le club de l'Incy Rose. Donc il était titulaire et l'Aris Thessaloniki a égalisé sur un but de Konstantinos Mitroglou. Voilà. Merci pour vos rubriques. On va enchaîner avec le débat, ou plutôt les débats, car c'est la surprise du chef aujourd'hui, un concept innovant comme la Nagesphère a l'habitude de vous offrir. Donc plusieurs débats, c'est vous qui avez lancé les débats à partir de vos questions sur Twitter et sur Instagram. Donc ça va être pas vraiment un débat, ça va plutôt être une petite FAQ et que j'ai découpé en 3 parties, une partie foot, une partie plus identité, une partie autre. On va commencer par le foot parce qu'on aime ça et c'est là où on est le plus expert ou pas. Donc c'est des questions de Benoît et Nadivas. Ils ont à peu près posé la même question. Comment voyez-vous le prochain mercato ? Est-ce que vous craignez une saignée par la vente de nos pépites ? Ou est-ce qu'au contraire, vous croyez à une stabilisation avec la crise actuelle ? Que pronostiquez-vous pour ce mercato ? Pour moi, ça va être un drame. Beaucoup de joueurs qui arrivent en fin de cycle, pour moi, les N-Team, les Spano, les joueurs comme ça, c'est des joueurs que tu risques de ne plus voir l'année prochaine, sans compter nos pépites qui seront courtisées. Donc les Di Liberto, voilà, même Baptiste Guillaume qui est encore assez jeune et qui a quand même une belle valeur marchande. On a des joueurs qui partent libres, comme notre gardien de but Jérôme Prieur. Donc ça risque d'être assez salé. Maintenant, faut voir, on sait jamais, on est toujours surpris avec Valenciennes. Mais je pense que ça risque d'être assez compliqué quand même ce mercato. C'est vrai que Guillaume, on n'en parle pas assez, mais ouais, il va être courtisé, il a que 25 ans. Ah, il a que 25 ans, il y a une belle valeur marchande qui vient de son transfert de Lens à Lille, là où il avait été acheté 5 millions pour faire cadeau au RC Lens, mais ça lui a offert une belle valeur marchande toute sa carrière pour l'instant, donc ouais, méfiance quand même. François et Larry, est-ce que vous partagez notre optimisme ? Moi, mon optimisme et qui me donne le sourire, c'est que je me dis que si ça se passe comme ça, je pense que Guigan va gueuler. Parce qu'autant l'année dernière, il pouvait pas gueuler parce que certes, il n'a pas eu ce qu'il voulait, à savoir son milieu offensif d'expérience, etc. Mais il s'est pas fait piller. Autant si il commence à voir ses éléments moteurs partir, je pense qu'il va pas se priver pour dire qu'il en aura le cul, quoi. Déjà, on le sent dans ses conférences de presse qu'il est à la limite, mais qu'il se retient parce que voilà.
Autant si je pense s'il se fait baiser un mercato, je pense qu'il prendra. Enfin, il sait très bien qu'il est 10 fois plus populaire que le président, même 20 fois, voire 30 fois plus. Donc, je pense qu'il n'hésitera pas, surtout vu son caractère, à dire les choses. Et c'est tant mieux. On va passer à une autre question pour pouvoir enchaîner. Larry, tu es d'accord? Je rejoins Maxence. Ok. Même rejoins pas. On va enchaîner, sinon l'émission va durer 3 heures. C'est Julien qui nous dit sur Twitter 4% de chance de finir 5e, donc selon une étude statistique. Quasi sûr de ne pas être relégué. Que faire de cette fin de saison? On en a déjà un peu parlé, j'imagine, c'est la Coupe de France du coup. Absolument, que ça a joué pour maintenant. 4% de chance de monter, c'est quand même extrêmement peu. Malgré... Non, de finir 5e. Ouais, non, mais de finir 5e. Quand je veux dire monter, c'est jouer les barrages, quoi. C'est jouer les playoffs. Mais oui, c'est très très bas. Et du coup, nos éternels optimistes valenciennois, ils peuvent pas dire grand chose face à cette stat en fait. Ça, c'est ultra bas pour une équipe qui est censée jouer là, encore une fois. Dire que la saison est pas finie, en tout cas, ça serait vraiment un mensonge. Mais sinon, on n'a plus rien à jouer sauf la Coupe de France, donc autant tout donner sur cette coupe et YOLO. Et plus que la coupe, je pense qu'il faut lancer les jeunes, parce que s'il y a la fameuse saignée au mercato, il faut que des Boututaou, etc., ils aient un peu de ballon dans les jambes si ils sont amenés à intégrer l'équipe pro l'année prochaine. Si Boututaou est pas vendu aussi. Boututaou, je t'avoue que j'ai du mal à imaginer qu'il soit vendu. Ouais, pareil. Il joue tellement pas que... Je serais surpris. En tout cas, le suspense à Valenciennes, c'est finish. Il n'y a plus. Chris, sur la partie identité du club, ou plutôt identité du stade, quel changement auriez-vous apporté au stade du Hainaut si vous en aviez la gestion? Moi, ce serait autour du stade. C'est pas des statues à la Arsenal, parce qu'on n'a pas le budget, mais des petits trucs qui rappellent des épopées, des grands matchs, des grands joueurs, quoi. Que vraiment, le stade, c'est très vide autour, en fait. Ouais. Moi, ce que j'aurais fait déjà, c'est sur les murs de l'intérieur, par exemple de l'entrée au COP, etc. Des petits graphes rappelant justement l'histoire du club. Tu vois, genre des graphes qui nous montrent le passage de Ningesser au Hainaut, des joueurs légendaires, etc. Et sinon, juste des sièges colorés à l'intérieur du Hainaut qui mettent un VAFC, quoi. Ça serait pas mal. C'est vrai qu'hormis les sièges rouges, t'as pas l'impression d'être dans un stade du VFC, quoi. Bah ouais, t'es dans un stade rouge, quoi. Tu peux être à Nice, au Bayern Munich, quoi, tu sais pas. Ouais. Bon, une fois que tu vois l'équipe, t'as compris, mais sinon... Ou les sponsors autour. Oui, surtout les sponsors. Ocad, les pompes funèbres, ça va, ça va manquer de respect, sauf à Ocad. Le grec du coin. Mais voilà. On les salue, on les embrasse. Marceau et Valenburn, très joli pseudo. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'identité de VA? Qu'est-ce que peut faire VA pour retrouver son identité? Allez, apportez-nous des pistes. Alors déjà, la question, qu'est-ce que l'identité de VA aujourd'hui? C'est rien. Ouais. Malheureusement. Tout cramé pour partir sur des basses scènes. Vraiment, en vrai, Valenciennes, à part un maillot avec un scapulaire blanc, quand tu penses à Valenciennes, il n'y a rien qui te... Avant, tu avais le stade Ningesser, tu vois, tu avais un peu l'image qu'a Guingamp, quoi, les paysans qui donnent tout et qui sont capables de faire chuter des équipes sur des gros matchs. Mais là, on a vraiment la sensation extérieure qu'on donne, c'est un club qui a pété plus haut que son cul et qui maintenant est juste ridicule, quoi, avec son stade de 25 000 places alors qu'il fait 4 000 d'affluence sans les invites. C'est compliqué. Après, pour les pistes, je laisse plutôt les autres s'exprimer. Justement, ce serait le moment de s'inventer une identité, là, non? Comme tu dis, on est un petit peu en train de moisir. Est-ce que justement, ce serait pas le moment de relancer un truc comme ça pour apporter un renouveau à Valenciennes? Parce que Valenciennes, c'est quand même une très grande ville, que ce soit au niveau artistique. C'est quand même une ville pionnière des années minières, de l'extraction du charbon, etc. Et même, voilà, il y a quelque chose à faire quand même avec l'identité de Valenciennes. Aujourd'hui, si on ne le fait pas, c'est très grave. Et pour moi, c'est le moment de le faire. Tu moisis en Ligue 2, c'est le moment de te réinventer une histoire, une identité. Et je comprends pas qu'on ne le fasse pas tout de suite, en fait. En fait, le problème, c'est qu'on s'est fait quadriller par Lens. Du côté industriel, bon là, le marketing des mines, on est mort. Et puis du côté artistique, en vrai, maintenant, tu parles culture dans le Nord, on pense le Louvre-Lens, on pense pas à l'Athènes du Nord et à Watteau, etc. T'as raison. Et c'est ça le problème. C'est juste qu'on va agir trop tard. Mais pour moi, tant pis, même si l'image est déjà prise, il faut quand même y aller.
Genre participer à, par exemple, tu prends des artistes locaux pour faire les maillots, etc., leur donner un petit peu de visibilité, t'as des tas de trucs à faire pour l'identité du club, rappeler les monuments de la ville, etc. Franchement, il y a quand même beaucoup de choses à faire et il n'y a rien qui est fait, c'est assez catastrophique. Surtout sur les anciens joueurs, quoi. Enfin, quand Oui, tu aussi. vois que Serge Maznaghetti, quand on a fait nos recherches pour l'interview, il n'y a rien, quoi. Il y a 3 lignes sur le site officiel, ça a pleuré, quoi. Vraiment qu'il y a un travail d'archives. Même le dernier match à moi, l'exemple qui me frappe tout le temps, c'est le dernier match à Ningesser, le dernier match de ton stade centenaire. N'importe quel club au monde, tu as 10 000 replays sur YouTube. Et là, il faut te battre pour avoir un truc russe en 180p si tu veux voir la deuxième mi-temps de Valenciennes-Nice en 2011. Quoi. C'est vraiment... Il y a un problème d'archives, il y a un problème de culture, il y a un manque de travail, en fait, tout simplement. Il n'y a rien qui est fait. Ouais. On est tous d'accord, en tout cas, sur le constat. Ouais. En tout cas, c'était une question et un axe assez intéressant. Peut-être qu'on en reparlera. On va enchaîner avec sur le dossier vente. Alors, messieurs, c'est le moment de faire montrer vos contacts. C'est Benoît. Je me pose beaucoup de questions sur le timing de la proposition de Fiducim, qui est tombée, on le rappelle, le lendemain de la manif. Ne pensez-vous pas que cela arrangeait bien Stiek ? Et du coup, est-ce que l'offre est vraie ? Ou est-ce que là, c'était un leurre ? Je pense que si, ça l'a bien arrangé pour le coup. Mais en même temps, pour moi, non, c'était pas un leurre. Ça me paraissait être quelque chose d'assez sérieux quand même. Le projet, du moins de ce qu'on a entendu via La Voix du Nord, etc., paraissait plutôt intéressant. On était curieux d'en savoir plus. Maintenant, si on n'a pas de nouvelles, franchement, je pensais qu'on allait en avoir plutôt rapidement. Là, ça fait un moment qu'on n'a rien eu. On a le droit de se poser des questions quand même sur, je dirais pas la fiabilité de l'offre, mais est-ce que Disdiac l'a accepté ou non. Mais on a quand même une idée, je pense, vu qu'on n'a pas de nouvelles. Moi, du coup, ça rejoint la question. Ouais, vas-y. Je pense que s'il y a eu offre, je pense que les résultats de l'équipe ont peut-être joué. Ouais, sans doute, ouais. On a gagné. Bon, du coup, ouais, vas-y. Non, mais je veux dire, on a fait notre série de 2 victoires, voire 3 victoires consécutives au pire moment, quoi, comme d'habitude. Comme d'hab. Tranquille. Et du coup, est-ce que quelqu'un sait ce que devient Fiducim ? C'est la question d'El Paquito Cédric. Non, personne n'a de nouvelles. Personne l'a eu au téléphone ? Non. On aimerait bien. Ah bah non. Ah ouais, nous aussi, ouais, on aimerait bien. Ouais. Du coup, on va devoir passer à autre chose. Hein. Désolé, on n'a pas d'infos. Des questions autres, pêle-mêle. Xavier, comment trouver une activité du dimanche au vendredi incluse sans le VAFC ? Écouter le podcast et les débriefs, déjà. Ouais. Il y a du MMA sinon, le week-end sur RMC Sport. Ouais, bah nice. Aurélie, votre pire souvenir au stade ? J'entends par là un bon match de merde, j'imagine. Votre pire souvenir au stade ? Perso, qui me viennent comme ça, j'en ai 2. C'était en Ligue 1 justement, contre Evian-Thonon, une belle journée d'été où on prend 3-0 à la mi-temps. Ah oui. Celle-là a quand même fait mal. Maintenant, je pense que plus récemment, ça reste quand même justement encore à 3-0 à la mi-temps, mais contre Clermont, il y a 2-3 ans de ça. 4-0, non ? 4-0, oui, même 4, oui, c'est possible. Mais on perdait 3-0 à la mi-temps. Ouais, voilà, 3-0 à la mi-temps, et je me souviens, même le COP s'est vidé, c'était catastrophique, et là, franchement, c'était très dur. Moi, j'ai adoré ce match contre Clermont parce que c'était le fameux match où il y a eu la tête des Didier diffusée sur les écrans géants et il y a eu le plus beau, le plus beau cri de désespoir du public à ce moment-là. C'était incroyable. François Larry, du coup. Arrête. Vas-y, Larry. Alors, il y en a eu, surtout l'année de la descente, entre VA Montpellier, on mène 1-0, puis en toute fin de match, alors qu'il n'y a aucun danger, Kenny Gaga met le ballon en corner, et sur le corner, Montpellier égalise. Il y a eu le fameux VA Sochaux où Bento fait une air sortie. VA Ajaccio, on connaît tous. VA Nantes, j'en parle pas. Et plus récemment, c'était en 2018, Valenciennes-Nancy. Il n'y a plus tout le match, il n'y a plus toute la journée même. On perd 1-0, on s'est procuré aucune occasion. Je sais, j'étais avec mon père, et c'est la première fois depuis que je vais au stade que je propose à mon père de repartir avant. Tellement il s'est rien passé. Et après ce match, il y a eu un communiqué du club où ils sont excusés de la performance.
Je sais pas si quelqu'un s'en rappelle. Oui, je vois. Ouais. Contraire aux valeurs de travail et Ouais. d'humilité de notre région. Oui. C'est la bullshit habituelle. Et François, du coup, Ah bah moi, écoute, Larry l'a cité, à Valenciennes-Ajaccio, on fera jamais mieux, on fera jamais pire. Mener 2-1 contre la Lanterne Rouge à 5 minutes de la fin à domicile et perdre 3-2 par un mec qui est actuellement au chômage, ça fait mal. Mais sinon, le quart de finale de Coupe de France contre Rennes, c'était pas un match de merde, mais c'était... Enfin, c'est ma pire expérience au stade, quoi, parce que moi, je me voyais déjà au Stade de France, je me disais, on va peut-être affronter Quevilly, donc on sera en finale, et Yann M'Vila a fait une simulation, Kadir s'est fait expulser pour rien, il est sorti sur civière et 5 minutes après il faisait des sprints, enfin bref, on lui a souhaité les croisés et il a été accueilli comme il se devait 3 jours après un championnat pour Valenciennes-Rennes x2. Écoute, ouais, j'en ai pas mangé pendant 2 jours tellement j'étais dégoûté. moi, mon pire souvenir, c'est un VA Tour l'année de la descente. T'as un match à samedi à À 15h. Ou Et- Non, VA. Et c'était à samedi à 15h. Je fais bon, il va y avoir du monde au stade. Le stade était vide comme la mort. Le match était horrible et j'ai pété un siège. Du coup, j'ai dû partir avant la fin du match de honte. C'est pas la titularisation de Touzard? Je sais que c'est le dernier match de Casoni. Ouais, ça devait être une des premières de Touzard, je pense. C'était la première de tout. Et là, ça, j'ai compris de- que- de Génie, je crois. Ah oui, Il y a exact. quelques- Oui, maintenant, je me souviens avec la photo. Ouais. Et là, j'ai compris que VA en Ligue 2, c'était très difficile niveau passion. Donc, sur ce magnifique souvenir. Ah non, dernière question de JSF, Jean-Stéphane Ferrucci. BJR, PK, vous détestez la direction. Bah, écoute, va te faire foutre. C'est ainsi que s'achève la FAQ. Bon, c'était un moment plutôt sympa, peut-être à refaire. Et c'est ainsi Donc, que on se retrouve. s'achève la Merci pour vos la interventions. monétisation. Ah. Non, les bots sont indulgents. Et on va terminer plus calmement avec une interview de Aden Clermont. Donc, c'est un représentant du Clermont Foot. Le match a lieu samedi et lance une énième semaine à 3 matchs pour VA. VA qui affrontera successivement Clermont, Toulouse et enfin Metz dans le cadre de la Coupe de France. Et donc, pour nous parler du club dauphin de Ligue 2, nous avons interrogé ce membre d'Aden Clermont. Bah, ils étaient Eh ben, deux on chefs. va écouter ça. Comment? Ils étaient 2 chefs, mais c'est bien. Ah, Adèle ils Clermont. étaient deux. Lucas et Anthony. Lucas et Anthony, bon bah on va les écouter, voilà, ils se sont décuplés et on les écoute avec passion. Et nous on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain podcast et samedi pour le débrief. Bonne écoute. Et donc, comme promis, on se retrouve avec 2 supporters clermontois, Anthony et Lucas de ADN Clermont. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en tant que supporter, votre rapport avec le club de Clermont et aussi présenter du coup ce nouveau compte ADN Clermont? Eh bien sûr, bonjour à tous tout d'abord. Donc moi c'est Lucas et je suis avec Anthony là, pour répondre aux questions. Donc nous on est des supporters du Clermont Foot depuis tout petit. On a l'habitude d'aller au stade assez régulièrement. Et puis on a décidé de créer ADN Clermont donc, sur Twitter en ce début d'année 2021. En fait c'est parti d'une discussion devant un match de Clermont. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas véritablement de compte sur les réseaux sociaux qui parlaient du club avec le point de vue des supporters. Donc nous, on a décidé de lancer ADN Clermont. Donc c'est avec l'idée de parler du club et essayer de susciter un petit peu l'engouement au niveau des supporters et du bassin clermontois avec le club parce que l'ambition est quand même... le club est devenu un peu ambitieux et on a envie de parler autour du club et de le faire grandir avec l'envie du nouveau président. Donc comme vous pouvez voir sur la bio de notre compte, nous on est là pour parler du club avec passion mais aussi avec humour parce qu'on a envie d'amener notre petite touche personnelle. Donc ça marche plutôt bien pour ce lancement. On a des bons retours de la part des supporters mais également du club et des joueurs qui n'hésitent pas à commenter nos posts ou à les retweeter, donc ça fait toujours plaisir. Et puis on continue sur cette ligne et puis pourquoi pas amener des petites nouveautés au cours de la saison pour l'année prochaine pour alimenter un peu plus l'ADN Clermont. Écoutez, n'hésitez pas à aller vous abonner, du coup, tous ceux qui entendront ce message, de toute façon on vous identifiera sur le post, comme ça les gens n'auront plus qu'à cliquer.
Et moi j'avais une question, c'était justement à propos de Clermont, c'est au niveau du budget, parce que vous avez toujours été dans le haut de classement, toujours avec un budget très modeste. Là justement on a Ahmed Schaeffer qui est arrivé, vous êtes dans le top 10 des budgets de Ligue 2. Et justement, c'est quoi la clé de la réussite sportive et financière? Parce qu'à l'ancienne on aimerait bien le savoir quand même. Bah, tout d'abord, je pense que ça vient d'abord des 15 années de présidence de Claude Michy, qui a réussi à stabiliser le club en Ligue 2 avec un petit budget, et toujours bien utilisé, avec le recrutement, avec la cellule de recrutement qui cherchait des joueurs souvent en fin de contrat ou à des faibles prix pour relancer l'équipe. Et puis Anthony, je sais pas quel est ton Ouais, avis, c'est quoi. ça. En fait, au début, c'était il y a à peu près 5-6 ans. On faisait surtout des prêts, en fait. Donc, on n'est pas trop de risques. Et on se faisait beaucoup prêter de joueurs. Et après, en fin de saison, en fait, on changeait quasi la moitié de l'effectif d'une saison à l'autre. Et en fait, on prenait souvent dans les clubs de Ligue 1 des petits jeunes qui voulaient du temps de jeu. Et on leur proposait ça, et souvent ça a marché, mais sauf qu'on gardait jamais les joueurs et on n'avait jamais de plus-value au niveau argent, quoi, de transfert, et on touchait rien. Et au fur et à mesure, on a commencé à se dire bon, il faudrait peut-être qu'on se fasse un peu d'argent dessus, et on a commencé à recruter dans les échelons inférieurs, en national, voire en CFA et tout, des petits joueurs que personne ne recrute, et puis ça a marché et on a fait comme ça notre petit chemin, et puis voilà, hein, et on a réussi à revendre avec une bonne plus-value beaucoup de joueurs, et puis voilà. Après là en ce moment on commence à garder nos joueurs en plus, ce qu'on faisait pas avant, et voilà, c'est pour ça que ça marche. Et après les résultats, on a eu de bons coachs aussi qui ont fait du bon boulot, et voilà. Et donc, pour préparer un peu cette interview, on a regardé le classement dans le détail. Il y a une chose qui m'a surpris, c'est que Clermont est de loin la meilleure défense de Ligue 2. Surtout que vous aviez un peu la réputation d'être une équipe un peu trop joueuse, au risque de prendre un peu trop de buts. Donc, comment vous expliquez cette place de meilleure défense de Ligue 2 ? Est-ce que c'est le système ? Est-ce que c'est vos défenseurs ? Comment l'expliquer en fait ? Déjà, le recrutement avec Arthur Desmas dans les buts. Pour la première fois depuis un moment, on a un gardien qui appartient au club, quoi. Ouais. Et qui répond présent dès sa première année, en ayant le meilleur nombre de clean sheets. Ouais. Et déjà ça. Et après une défense centrale très costaud, qui avec Flo Ogier et Otunji qui font bien le boulot. Et après, bien sûr, on a un jeu basé sur la possession, donc forcément on a plus le ballon que l'adversaire, et donc c'est plus difficile pour les adversaires de marquer, quoi. Et justement, après une saison Covid, une 6e place, une 7e place en 2018, 2016, etc., vous sentez que c'est la bonne saison cette année pour espérer une montée ? Clairement, oui. Par rapport à l'année dernière, bon, il y a eu le Covid, on est resté sur notre faim, quoi. Je pense qu'on aurait pu jouer clairement notre place pour monter aussi. Sauf que cette année, en plus, on a une équipe bien plus homogène. Parce que l'année dernière, on avait Adrian Garbage devant, et on attendait souvent ses exploits. Et maintenant, cette année, ça va un peu dans tous les sens, enfin, je parle offensivement. Et en fait, on n'a pas vraiment de leader d'attaque. Mohamed Bayo finit très bien les actions, mais c'est le collectif qui est bien meilleur. Et c'est pour ça que cette année, je pense qu'on a une équipe bien plus compétitive pour monter en Ligue 1. Justement, tu disais que le collectif était bien meilleur. Bon, on se doute que le meilleur buteur de Ligue 2, Bayo, qui, on le rappelle, nous en a claqué 3 à l'aller, c'est le joueur à surveiller du côté de Clermont. Mais si on exclut Bayo, ce serait quel autre joueur ? Si Olivier Guégan nous écoute, à chaque fois on prend des infos pour le coach de Valenciennes. Quel serait le Clermontois en dehors de Bayo à surveiller ? Il n'y a pas vraiment deux Clermontois à surveiller, parce que devant, ça plante beaucoup. Le Bayo a planté 15 buts, Alevina il en a planté 8, et Dossou en a planté 7. Donc ça vient un peu de tous les côtés de l'attaque, et c'est vraiment l'attaque dans sa globalité qui est très efficace. Ouais, donc c'est ça, le joueur à surveiller, c'est le collectif. Ouais.
Et donc pour terminer, un petit prono pour le match? Nous, on était parti sur un 2-0 ou un 2-1 Ouais, ouais. pour nous. Bah écoutez, merci à vous d'être venus. Et du coup, on vous fera votre pub sur Twitter, on vous identifiera, etc. Et donc n'hésitez pas à aller vous abonner à tous ceux qui écoutent la vidéo. Et du coup, nous on se retrouve pour le débrief du match, justement, contre Clermont. Et du coup, bonne journée à tous, au revoir. C'était Alain Gesfer et Adèle Clermont. Au revoir.